Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi pour intervenir. De fait, j'ai pas mal de chevauchements avec la présentation que Marc Lantaigne vient de faire. Donc, de fait, ce que je vais faire, c'est essayer de mettre l'accent sur, du coup, ce qu'il n'est pas forcément traité, ou peu. Et l'idée, c'est que ce qu'il a déjà traité, je vais passer vite, juste histoire de pouvoir, en plus, gagner un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Alors, sans plus tarder, je vous partage mon écran tout de suite. Normalement, tout se passe bien pour vous. Vous voyez tout ça. Hop. Et donc, du coup, je vous propose de commencer tout de suite. Donc, la question que moi, je me pose et que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est mais pourquoi la Chine va-t-elle au pôle? En quoi un État qui, effectivement, n'a rien a priori de polaire se retrouve à aller au pôle? Alors, du coup, le sujet, je vous propose de le traiter en deux parties. Une partie antarctique, qu'on n'a pas encore vue jusqu'à maintenant, et une partie, donc, arctique, sur laquelle je vais certainement passer plus vite. Donc, commençons tout de suite, sans perdre de temps, par l'Antarctique. Pour ce qui est donc de l'Antarctique, les deux grands enjeux pour la Chine, ça va être d'un point de vue économique les questions de tourisme et de pêche. Mais pour les enjeux, pour la dimension géopolitique, les enjeux, ils vont être beaucoup plus larges et puis surtout, ils sont beaucoup plus opaques. Alors aujourd'hui, l'Antarctique, si vous n'avez pas tous forcément une vision globale de ce qui se passe sur le continent, pour vous la faire courte, vous avez un traité de l'Antarctique qui a été signé en 1959 et qui est en vigueur depuis 1961, qui se veut poser les bases du continent d'un point de vue de sa gouvernance. C'est tout simplement une gouvernance de club avec 7 États qui avaient positionné un certain nombre d'outils sur leur territoire, à savoir des bases navales, à savoir des stations scientifiques, à savoir des outils de recherche, j'en passe et des meilleurs, et qui de fait ont la possibilité de préserver leurs revendications territoriales, chacune dans leur couloir. Mais ce traité de 1959, ce qui dit tout simplement, c'est que si ces revendications territoriales sont donc gelées, elles ne sont ni annulées ni consacrées, eh bien, tous les autres pays qui sont signataires du traité sur l'Antarctique peuvent aussi venir sur le continent, s'installer où ils veulent et installer du coup leur base scientifique, des outils d'observation spatiale, etc., etc., tant que ça reste dans un cadre militaire non offensif. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, par exemple, faire une base militaire en Antarctique au titre du traité de l'Antarctique, c'est absolument impossible pour mener des activités offensives ou même défensives. Mais ça, c'est une subtilité sur laquelle je ne vais pas avoir le temps de revenir forcément aujourd'hui. Donc, vous avez ces 7 États positionnés. Vous avez aujourd'hui 54 États en tout qui sont signataires du traité sur l'Antarctique, dont 29 qui sont parties consultatives, donc c'est-à-dire qui ont voix, pourrait-on dire, au chapitre plus que les autres avec une forme de droit de vote. C'est mal dit d'un point de vue juridique, mais ça permet d'être compris de tous au niveau de la réunion consultative du traité sur l'Antarctique qui a lieu tous les ans et que la France va organiser cette année pour la première fois depuis 1989. Vous verrez ça du 14 au 24 juin à la Mutualité à Paris. Donc l'Antarctique représente aujourd'hui un enjeu pour plein de raisons. Et le premier enjeu, c'est un enjeu d'abord territorial, je viens de vous l'expliquer. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu évidemment de recherche scientifique. Plus vous avez de capacité de recherche en Antarctique, mieux vous comprenez tout simplement quels sont les grands enjeux climatiques sur l'ensemble de la planète, mieux vous êtes capable de pouvoir anticiper à quelle sauce vous pourriez potentiellement être mangé sur votre propre territoire, ce qui est la logique évidemment d'installation de la Chine d'un point de vue scientifique en Antarctique. Elle veut comprendre à quelle sauce elle va être mangée, que ce soit en matière de fonte de ce qu'elle appelle aujourd'hui le troisième pôle, donc c'est-à-dire sa partie Himalaya-Tibet, ou que ce soit la montée du niveau des mers ou le raffermissement de la mousson par exemple, qui va aller venir les toucher en bout de chaîne à la période de l'automne. Bref, toutes ces questions-là climatiques qui touchent directement le territoire chinois et qui ont, pour partie, en tout cas un début de réponse en Antarctique. Et pour ce faire, donc, la Chine va installer, depuis maintenant plus de 30 ans, un certain nombre de stations scientifiques de manière à pouvoir être présente sur le continent et donc s'affirmer d'un point de vue scientifique, mais évidemment aussi d'un point de vue diplomatique, vous vous en doutez bien. Puisque en Antarctique, ce qui va vous consacrer d'un point de vue diplomatique, ça va être votre capacité de recherche scientifique. Donc la Chine est présente dans plusieurs endroits de l'Antarctique. Je vais commencer, on va dire, de droite à gauche ici. On va commencer par la base de Zhongshan. Zhongshan, c'est la base la plus intéressante au sens de c'est celle qui va de fait être le cœur névralgique des positions chinoises en Antarctique avec des infrastructures
qui seront les plus importantes à l'avenir. Et c'est le point d'entrée, évidemment, de la Chine qui espère pouvoir, à relativement court terme, développer des lignes aériennes directement depuis Hainan jusqu'à Zhongshan, voire évidemment aussi par ailleurs des lignes directement navales, comme ce qu'elle a fait cette année, puisque cette année, la Chine n'a pas pu faire les escales qu'elle fait habituellement dans la partie australe du continent asiatique, voire en Océanie plutôt, je devrais dire, en route vers l'Antarctique. Donc aujourd'hui, la Chine essaye de, avec Zhongshan, avoir ce premier pied important sur la partie orientale. Puis, vous avez deux autres bases côtières. Une base côtière qui va être au niveau de la mer de Ross, donc dans la partie qui est revendiquée par la Nouvelle-Zélande. C'est la fameuse 5e station chinoise qui devrait sortir de terre en 2022 ou 2023. Ils ont pris un petit peu de retard à cause du corona, mais ils ont continué quand même à y aller. Et de fait, cette station, pour l'instant, elle n'a pas de nom encore, mais elle va être le deuxième point névralgique dans la partie orientale de l'Antarctique pour la Chine. Et enfin, vous avez la troisième base côtière, qui est une base un peu plus ancienne, c'était la deuxième construite, c'est la base Grande Muraille sur l'île du Roi-Georges, donc c'est-à-dire on est au niveau de la péninsule antarctique, c'est-à-dire le bras de terre antarctique qui remonte vers le continent sud-américain. Donc la Chine, comme vous le voyez, a ces trois bases côtières dans trois points clés du continent. Et puis, il y a deux bases à l'intérieur des terres, la base de Taishan et la base de Kunlun, qui est située sur le dôme A et qui est le point culminant, le point à l'altitude la plus élevée de l'Antarctique à plus de 4000 mètres d'altitude, qui est une zone évidemment d'observation spatiale très intéressante pour eux. Alors aujourd'hui, en Antarctique, évidemment, il y a du tourisme qui se développe, ça je pense que vous le savez, et les Chinois, d'un point de vue économique, mais avec aussi la dimension politique que ça confère derrière, sont à la manœuvre. Ce n'est pas les seuls, bien sûr, mais de fait, dans l'évolution du nombre de touristes en Antarctique que vous voyez à partir des années 2011, 2012, 2012, 2013, jusqu'à 2019-2020, hein, il n'y a pas de saison en Antarctique en 2020-2021 à cause du corona, bien sûr. Eh bien, tout simplement, on n'est pas sur un tourisme de masse comparé à d'autres régions du monde, mais on reste sur un tourisme évidemment très important par rapport à la fragilité intrinsèque de l'environnement antarctique. Et puis surtout, on est sur des dynamiques d'un point de vue économique et géoéconomique, comme je vais vous le démontrer tout de suite, qui sont relativement importantes dans le sens où, avant le coronavirus, on a vu une progression du tourisme en Antarctique particulièrement importante d'année en année. Et puis, au-delà de ça, une pénétration aussi donc des tours opérateurs et des touristes chinois très importante depuis un certain nombre d'années. Comme vous le voyez sur ce nouveau slide ici, sur la saison 2014-2015, donc c'est il y a tout juste 6 ans, hein, la Chine était déjà le 4e pays fournisseur, si je puis dire, de touristes en Antarctique, avec à peine 3000 touristes sur cette saison. Puis la Chine est devenue 3e, puis 2e nation touristique antarctique depuis 2016 maintenant. Et aujourd'hui, la Chine envoie près de 10 000 touristes. Donc, du coup, fait un x3 depuis 2014-2015, ce qui est assez important et qu'on n'a pas vu chez d'autres États. Mais il n'y a pas que la Chine, évidemment, avec les touristes chinois qui se rendent de manière plus importante en Antarctique. Il y a aussi les Américains et puis des nations européennes. Mais du coup, le tourisme en Antarctique, c'est socialement différenciant, et en particulier pour les élites chinoises qui, de fait, n'ont pas forcément beaucoup de vacances et qui cherchent à aller le plus loin possible dans des contrées les plus différenciantes possibles par rapport, évidemment, donc, à leurs cercles sociaux. Et aujourd'hui, la vraie différence entre ce qui s'est passé ces dernières années et ce qui pourrait se passer dans les années 2020-2030, quand le corona le permettra, bien sûr, c'est que jusqu'à maintenant, on a vu que 97-98% des touristes antarctiques qui viennent sur le continent, de fait, viennent en Antarctique via l'Amérique latine, donc via le Chili, l'Argentine, l'Uruguay ou encore le Royaume-Uni avec les îles Malouines. Mais ça, c'est en train de changer, puisque de fait, cette offre touristique en Antarctique est en train de se développer de manière relativement importante et surtout de se diversifier. Alors, en termes de diversification, il y a évidemment énormément de diversification autour de la péninsule antarctique, mais ça ne nous concerne pas trop. Ce qui va nous concerner surtout, ça va être ce tourisme, on va dire, de traversée entre l'Amérique latine et l'Océanie, ou vice-versa, qui donc du coup est en train de se développer. Et
un autre type de tourisme qui émerge petit à petit, qui pour l'instant ne représente pas, encore une fois, de manière considérable des nombres, des hordes de touristes, mais qui de fait est un signal faible de ce que pourrait devenir l'Antarctique faute de gouvernance, et puis surtout de là où elle va, l'Antarctique d'un point de vue, là où il va l'Antarctique d'un point de vue économique. Ici, vous avez sur votre gauche, et puis sur votre droite, vous avez le petit avion, le petit jet privé correspondant. Vous avez ici la représentation graphique d'une nouvelle route aérienne entre l'Afrique du Sud et l'Antarctique qui charrie depuis maintenant 3 ans des tours opérateurs, des touristes aussi antarctiques qui viennent de Chine. L'idée, c'est tout simplement la chose suivante. Vous partez de Chine, vous arrivez jusqu'à la ville du Cap, en Afrique du Sud, et puis là, avec votre avion privé ou avec des avions privés loués pour l'occasion, vous allez aller jusqu'en Antarctique sur l'aérodrome de Wolfsfang, qui est un aérodrome privé géré par la société White Desert. Mais ce n'est pas le seul. Il y a d'autres outils logistiques qui existent en Antarctique et qui permettent à des tours opérateurs chinois donc de charrier de plus en plus de touristes par les airs et potentiellement après par la mer sur la partie orientale de l'Antarctique. Donc là, je vous ai montré White Desert. Je peux vous parler de ALCI aussi, qui est une autre société qui gère la logistique internationale sur cette partie-là de l'Antarctique, qui jusqu'à maintenant avait pour clients des scientifiques et des programmes scientifiques, bien sûr, mais qui voit évidemment aussi comme clientèle une clientèle privée émerger. Et à partir des infrastructures qui existent entre Cape Town et la partie du coup norvégienne, ici en tout cas revendiquée par la Norvège, de l'Antarctique, vous pouvez ensuite aller ailleurs sur le continent, comme vous pouvez le voir sur les cartes à gauche et à droite, jusqu'au pôle sud bien sûr, mais aussi jusqu'à la base russe de Vostok, jusque potentiellement à la base chinoise de Kunlun sur le dôme A, etc., etc. Donc, de fait, cette partie orientale de l'Antarctique, celle qui fait face évidemment à l'Indo-Pacifique et donc évidemment au territoire chinois, c'est aujourd'hui une partie de l'Antarctique qui est peu développée, aussi bien d'un point de vue touristique que d'un point de vue évidemment scientifique, et qui de fait, pour la Chine, constitue une zone d'intérêt particulière. Donc la base que vous voyez là, c'est la base de Kunlun, c'est cette fameuse base que je viens d'évoquer à l'instant au niveau du dôme A. Donc la base culminante en Antarctique, bien sûr, qui permet à la Chine d'avoir un certain nombre de capacités d'observation spatiale et atmosphérique très intéressantes, mais au-delà de ça, de faire éventuellement du carottage de glace aussi très intéressant. Et puis, dernier point rapide, tout simplement, on est ici sur une question de prestige national et d'affichage. Le pôle Sud, c'était déjà pris par les Américains. Les Russes sont à peu près partout sur le continent. Ils ont eu jusqu'à 13 bases sur l'ensemble du continent, dans toutes les zones qui avaient été revendiquées par d'autres États, et puis même dans la zone qui n'a été revendiquée encore par aucun autre État. Toutes ces bases russes ne sont plus aujourd'hui en activité, mais ça a existé. Pour la Chine, il ne restait pas grand-chose à aller exploiter d'un point de vue communicationnel en Antarctique, et du coup, aller au dôme A, c'est-à-dire sur ce point culminant que personne n'avait encore exploité, c'était la solution la plus intéressante, et cette base a été construite en 2009, et c'est une base temporaire, c'est-à-dire c'est une base saisonnière, c'est-à-dire que vous allez l'utiliser uniquement l'été, mais cette base a vocation à être utilisée toute l'année. Et puis la Chine essaye aussi, à partir de cette base, d'essayer d'expliquer qu'elle aussi, bien qu'elle ne soit pas une nation historique de l'Antarctique, elle pourrait potentiellement avoir, ou en tout cas elle propose un code de conduite sur cette partie-là spécifiquement, le dôme A, un code de conduite environnemental qui lui permettrait, selon les dispositions du traité de l'Antarctique, mais surtout du protocole de Madrid signé en 1991 et entré en vigueur depuis 1998, qui sanctuarise d'un point de vue de l'exploitation le continent. L'idée ici, c'est donc pour la Chine d'essayer d'instaurer un certain nombre de zones, dont une en particulier autour de Kunlun sur ce dôme A, où elle serait maître de la situation, c'est-à-dire c'est elle qui fixerait les règles de conduite sur cette zone-là de l'Antarctique. C'est elle aussi qui gérerait les arrivées et l'activité d'autres pays sur cette zone-là. Et du coup, notamment en Australie, on va retrouver d'autres pays et des think tankers ou des analystes sur des questions stratégiques qui vont expliquer que ce genre de dynamique-là sont éventuellement des prémices
ou en tout cas sont des capacités dans la limite qui est posée actuellement par le traité et ses différents textes connexes, pour la Chine, donc de positionner sa marque, de positionner son drapeau et de dire cette zone-là de l'Antarctique, c'est moi qui la gère. Donc, petit à petit, vous avez ce genre de discours qui arrive et de fait, je pense qu'on en parlera évidemment au mois de juin quand la France accueillera cette réunion annuelle du traité sur l'Antarctique. Ce que la Chine fait aussi dans la région, au-delà de développer ses capacités propres, c'est d'aider d'autres nations à atteindre leurs propres objectifs en Antarctique. Et typiquement, ce que vous voyez ici, c'est la station Comandante Ferraz numéro 3, donc station brésilienne, comme vous le voyez ici, qui a été conçue par des architectes britanniques qui se sont spécialisés sur ce genre de base, mais construite par une société d'État chinoise. Et l'idée ici, encore une fois, et là c'est juste un exemple, parce que je pourrais vous en citer d'autres, de la Chine qui tout simplement va mener des collaborations bilatérales avec d'autres États au-delà des questions purement scientifiques en Antarctique, dans un but, encore une fois, de pouvoir se positionner comme un leader, ou en tout cas une puissance, comme Marc le disait tout à l'heure, incontournable, présente sur le continent, sinon leader. L'autre point, du coup, que la Chine espère pouvoir développer, notamment grâce à la construction de la 5e station, c'est un réseau aérien qui lui permettrait d'être présent et de pouvoir développer cette présence sur l'ensemble du continent d'est en ouest, de nord au sud. Et fondamentalement, ici, l'idée, c'est que la Chine sera à ce moment-là le seul État véritablement dans le monde à bénéficier d'une présence en Antarctique qui soit sur l'ensemble des points d'intérêt majeurs du continent, là où tous les autres États, sauf la Russie, mais la Russie n'a pas réussi à maintenir toutes ces bases qu'elle avait dans les années 60 ou 70, du coup, la Chine sera le seul État à être véritablement présent, aussi bien sur la façade américaine que sur la façade pacifique, que sur la façade indo-australe de l'Antarctique. Et de fait, tout cela, ça met beaucoup de pression, en particulier à l'Australie, puisque si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets rapidement, la base de Zhongshan, celle de Taishan intermédiaire et celle de Kunlun sur le dôme A, de fait, ces trois stations-là se situent en territoire revendiqué par l'Australie. Et aujourd'hui, le débat en Australie est extrêmement fort quant à savoir si effectivement la Chine en Antarctique est là pour des visées pacifiques, est-ce qu'elle est là pour des visées stratégiquement opportunistes, et ça se limiterait à ça, ou alors si elle est là à long terme pour véritablement prendre pied et mettre à mal la revendication historique de l'Australie. Donc l'Australie se sent mise sous pression, puisque tout simplement, ce que la Chine dit à l'Australie, c'est vous ne pouvez pas vous prétendre propriétaire de toute cette zone que vous revendiquez de l'Antarctique depuis la côte jusqu'au pôle sud, puisque vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas démontré que vous étiez capable, vous Australiens, d'aller quand vous vouliez dans le continent. Vous n'avez pas de présence à l'intérieur des terres, vous n'avez pas de base à l'intérieur des terres. Nous, la Chine, si, et puis la Russie, ou encore la France et l'Italie, si. Donc du coup, la Chine se sert de ça pour mettre la pression sur l'Australie, et de fait, l'Australie est en train de développer des capacités pour justement développer une présence, ou en tout cas montrer à la Chine directement qu'elle peut effectivement, que ce soit par des moyens terrestres ou par des moyens aériens, rentrer dans le cœur de ce territoire qu'elle revendique. Donc cette question de l'accès souverain à l'Antarctique, il est particulièrement important. Il y a la question, comme vous l'avez compris, de la logistique locale, il y a la question des relations avec le spatial aussi, il y a énormément d'enjeux autour de ces choses-là, mais il y a aussi donc l'accès à l'Antarctique. L'Antarctique, vous le savez, c'est un continent entouré de mer, elle-même entourée par un continent, ou même plusieurs, comme vous l'avez vu sur la carte plus tôt, et de fait, pour la Chine, pouvoir développer des lignes directes, que ce soit qu'elles soient maritimes ou qu'elles soient aériennes avec l'Antarctique, c'est un enjeu évidemment extrêmement important. Et du coup, ce que vous voyez ici, c'est une animation qui vous présente le premier brise-glace lourd made in China, le Shuelong 2, donc le dragon des neiges, deuxième du nom, que la Chine a inauguré il y a maintenant 1 an et demi. Et de fait, ce navire en appelle déjà un troisième. Ce navire permet à la Chine de se positionner comme une puissance capable de constituer ses propres moyens logistiques pour accéder à l'Antarctique. Et de fait, la Chine est en train de travailler à la construction de brise-glace nucléaires pour aussi être capable d'aller toujours plus loin en Antarctique et également en Arctique.
Et dernier point, parce que j'en arrive à mes 20 minutes, et comme vous l'avez compris, du coup, j'ai surtout mis l'accent sur l'Antarctique, vu que la présentation de Marc sur l'Arctique était relativement complète. Je vous propose de finir avec la question donc, de la pêche. La question de la pêche, c'est aussi évidemment très important pour la Chine en Antarctique. Une raison simple, la Chine aujourd'hui est l'un des pays qui tout simplement pêche le plus en Antarctique. Si vous vous limitez aux poissons, c'est la France qui est la première puissance de pêche dans les eaux australes antarctiques. Mais si vous ajoutez les crevettes, le krill que vous voyez en bas à droite, eh bien de fait, vous allez voir que la France va tomber au 7e rang, mais que la Chine arrive dans le top 3 des nations pêcheuses en Antarctique. Et de fait, cette question de la gestion des bioressources marines et de la préservation de l'environnement marin est absolument fondamentale. Et c'est la raison pour laquelle, chaque année, au mois d'octobre, à la CAMLAR, la commission de régulation des bioressources marines de l'Antarctique, vous allez retrouver des débats autour de la création ou pas donc d'aires marines protégées. Et il se trouve que si la Chine a permis en 2016, a donné son accord en 2016, de même que la Russie, à la création de la aire marine protégée de la mer de Ross, dans la partie revendiquée par la Nouvelle-Zélande, eh bien la Chine, depuis 2016, dit clairement qu'elle est absolument contre l'établissement de nouvelles aires marines protégées, en particulier dans la partie orientale de l'Antarctique. Et pour le coup, ça nous concerne évidemment directement, puisque cette partie orientale de l'Antarctique, non seulement c'est là que la Terre Adélie française est présente, c'est là que les îles Kerguelen, Crozet, Saint-Paul et Amsterdam sont évidemment présentes, mais surtout, cette aire marine protégée dans la zone orientale de l'Antarctique, cette East Antarctica MPA que vous voyez sur la carte de gauche, eh bien tout simplement, c'est un projet qui est porté par la France et l'Australie, les deux nations voisines, avec des revendications territoriales historiques voisines sur cette partie de l'Antarctique, que la Chine, tout simplement, n'aimerait pas voir être renforcée, du coup, par ces aires marines protégées. Donc, il se passe tout ça en Antarctique. Il se passe aussi beaucoup de discussions autour de l'exploitation du pétrole, du gaz, des minerais et potentiellement même des icebergs qui pourraient être tractés, notamment jusqu'en Afrique du Sud, pour pouvoir répondre au stress hydrique de la région. En tout cas, ce que vous pouvez retenir, c'est que à ce stade, il y a ce protocole de Madrid signé en 1991 à l'initiative de la France et de l'Australie qui justement interdit toute activité liée aux ressources minérales autres que la recherche scientifique. Et ce protocole de Madrid, il n'a pas de date d'expiration, mais il faut avoir une diplomatie forte pour s'assurer qu'il reste bien en vigueur, au moins durant le 21e siècle. On verra après le 22e siècle si tous ces outils juridiques sont pertinents. En tout cas, on peut penser que oui. Et enfin, sur la question du spatial, que j'avais effleuré tout à l'heure, mais que je ne peux pas oublier sur un point de détail, qui est la question des stations d'émission-réception satellitaires en Antarctique et puis même en Arctique. Là-dessus, même si la Chine se développe beaucoup, eh bien la Chine, malheureusement pour elle en tout cas, n'est pas le leader. Pour le coup, la Norvège et ses partenaires, dont la France, dont les États-Unis, dont le Canada, est leader en la matière. Et sur ce, je propose de vous rendre la parole pour le moment des questions. Merci de votre attention. Et puis, si vous avez besoin de poser des questions par ailleurs auxquelles on n'aurait pas le temps de répondre, voici mon adresse mail, voici mon Twitter. N'hésitez pas à me solliciter. Et à vous la parole.